Bonjour, pourquoi on a eu la petite voix, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire, le nouveau visage de la gestion de licence. Je suis Sandrine Patard, responsable de l'activité licensing pour la France et je suis accompagnée de Renaud. Bonjour, Renaud Gollard, consultant technique pour l'entité software monétisation, secteur France et territoire francophone. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous faisons maintenant partie du groupe Thales. Donc nous étions Gemalto dans la division software monétisation. Et nous sommes maintenant, nous avons rejoint la Global Business Unit Digital Identity and Security de Thales et notre activité concernant le licensing, connue sous le nom de Sentinel, a été rattachée à la business line CPL pour Cloud Protection and Licensing. À l'agenda aujourd'hui, nous vous proposons de vous présenter les nouvelles tendances en matière de gestion de licence, les étapes clés pour une gestion de licence réussie. Nous passerons ensuite à la description de nos solutions Sentinel avec des études de cas réels, une démo et bien sûr, nous finirons par une session de questions et réponses. Donc pendant tout le long de la présentation, n'hésitez surtout pas à écrire vos questions dans la petite fenêtre questions, car effectivement, le format de ce webinaire ne permet pas de poser les questions live durant la présentation. Et nous allons démarrer avec quelques chiffres qui décrivent le marché du logiciel. Donc aujourd'hui, 81% du top 100 des éditeurs de logiciels sont passés à l'abonnement. Toute entreprise confondue, éditeur de logiciels ou fabricant d'appareils embarquants du logiciel, c'est aujourd'hui 41% des entreprises qui offrent déjà leurs produits avec des modèles de prix récurrents. Pour 59% des compagnies logicielles, la protection de code et de la propriété intellectuelle, donc en vue de prévenir la copie et le piratage, reste une préoccupation majeure. Et 73% rencontrent des problèmes d'utilisation de non-conformité aux termes de licence. Donc le temps de la licence perpétuelle est bien révolu. Et globalement, alors comment s'opère cette transformation de marché dans les entreprises? Alors déjà, on ne vend plus un produit, mais un service, une solution avec une stratégie orientée client. Pour la proposition de valeur, la techno a été remplacée par l'expérience client et on cherche à développer la relation client en migrant d'un modèle économique transactionnel, c'est-à-dire je vends une licence et parfois de la maintenance, vers un modèle de revenus récurrent et qui peut tenir compte également de l'usage des données d'usage et de l'usage de la solution. Alors, mettre le client au cœur de la stratégie, c'est bien beau, mais l'objectif premier de cette transformation de marché est bien sûr d'assurer plus de revenus pour l'entreprise. Et l'évolution en fait, des business models permet effectivement de capturer de nouveaux revenus. Plus de 40% des entreprises se situent maintenant au point 2 et sont passées d'un modèle traditionnel de licence perpétuelle à un modèle de prix basé sur les options qui peuvent être activées ou désactivées. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la migration vers de l'abonnement avec une monétisation des services. Alors, par exemple, pour les fabricants d'appareils, c'est inclure du service de maintenance préventive en ayant la possibilité de récupérer des données d'usage. Et la transition suivante est d'y ajouter la monétisation de ces données d'usage, monétisation que l'on voit apparaître dans le domaine des télécoms, de l'aéronautique et des assurances. Et le dernier point concerne certains acteurs qui sont aujourd'hui capables de monétiser tout un écosystème. Alors, quelles sont les tendances, les enjeux, les besoins que nous voyons aujourd'hui en termes de gestion de licence? The Cloud. Alors, la migration du soft dans le SaaS implique une manière différente de vendre et donc la mise en place de nouveaux modèles économiques. IoT. Les objets connectés ont besoin de protection, de contrôle d'utilisation et d'outils flexibles pour répondre aux besoins de marché qui leur sont spécifiques et qui évoluent très rapidement. Licensing models. Alors, comme nous l'avons dit, la licence perpétuelle se voit remplacée par des licences à l'abonnement, à la consommation, en pay-per-use, qui sont beaucoup plus adaptées aux besoins des clients et permettent des revenus récurrents. Usage tracking. La collecte d'informations sur l'utilisation des produits devient vraiment indispensable pour guider les développements futurs, les investissements marketing et votre stratégie de pricing. Virtualisation. Alors, côté technique, les environnements virtualisés demandent un système de licensing bien adapté. Operational efficiency.
Alors, comme tendance, la réduction des coûts est toujours d'actualité et l'optimisation de toutes les opérations de delivery de logiciels, des activations, de la gestion des mises à jour en est un moyen très efficace. Donc, autre trends, la possibilité de gérer les licences sur de multiples supports et tout ce qui est accès de portail web pour les distributeurs et les utilisateurs afin qu'ils gèrent eux-mêmes leurs licences font également partie des besoins d'aujourd'hui. Donc, en tenant compte de tous ces besoins, ces enjeux, si on doit illustrer la complexité que représente la vente de logiciels, on peut en arriver au schéma suivant. Alors, se poser la question, quelle protection, quelle licence et comment gérer sa distribution et tout son cycle de vie. Alors, côté opération, il s'agit de bien penser au packaging des solutions, au coût opérationnel, à la gestion des données clients. L'expérience client doit également tenir compte des besoins des utilisateurs finaux, quel modèle de prix, comment gérer la distribution du logiciel et ses mises à jour. En interne, il s'agit d'optimiser au maximum la partie back-office de la gestion du logiciel. Et au final, effectivement, la vente et la gestion du logiciel n'est pas si triviale. Et donc, on vous propose pendant ces prochaines minutes là, quelques conseils pour vous aider dans votre changement de business model ou dans l'implémentation d'un nouveau système de licence. Alors, tout d'abord, un changement de modèle économique nécessite d'abord une stratégie qui doit être adoptée par l'ensemble de l'entreprise. Alors, cette transformation n'est pas aussi facile qu'un changement de techno et touche de nombreuses fonctions dans l'organisation. Alors, quand on parle de revenus récurrents, la gestion du flot financier est complètement différente. Que ce soit côté légal, finance, marketing et vente, toute la politique de vente doit alors être reconsidérée et alignée sur la nouvelle stratégie. Bon, le client doit bien sûr rester au centre des considérations. Et voici aujourd'hui les principales problématiques des utilisateurs finaux qu'il faut avoir en tête. Alors c'est un peu générique, mais ce sont des besoins qu'il faut toujours, sur lesquels il faut toujours réfléchir. Alors un modèle de prix qui puisse s'adapter à leurs besoins. Je paie pour ce que je consomme. Un accès immédiat aux services achetés. Je veux consommer dès l'achat. Une expérience utilisateur le plus simple possible. Je veux consommer facilement et sans avoir à me poser des questions techniques. Et en plus, la possibilité de collecter des données d'usage afin de mieux, moi en tant qu'utilisateur, mieux me guider et de votre côté, entretenir le relationnel client. Alors, qui dit transformation dit avoir des bons outils qui permettent de gérer cette transformation pour que vous puissiez, de votre côté, vous concentrer sur votre core business. Alors, pour cela, nos 6 points de recommandation sont les suivants. Alors, 1. Avoir un système centralisé pour la gestion et distribution des licences. 2. Éviter les opérations manuelles, automatiser un maximum la gestion des licences en l'intégrant avec vos prises de commande jusqu'à la facturation. 3. Mettre en place un système centralisé à la fois de distribution de logiciels, mais aussi tout ce qui est mis à jour. 4. Proposer à vos clients des portails de services pour les mises à jour, les changements de licence ou pour d'autres achats. 5. Collecter toutes les données que vous pouvez, que vous pensez intéressantes et qui peuvent vous permettre d'améliorer votre offre, mais qui sont également utiles pour tout ce qui est maintenance. 6. Entretenir le relationnel client en le maintenant informé des services actuels, comme les mises à jour, les expirations et également en le tenant informé des offres à venir. Et ces 6 recommandations se déclinent en 4 principales étapes techniques. Alors la première concerne la protection. Que souhaitez-vous protéger? Quel contrôle d'utilisation souhaitez-vous mettre en place? Quelle garantie de conformité vous souhaitez avoir? La deuxième étape consiste à définir quelles sont les fonctionnalités que vous souhaitez monétiser ou contrôler. À partir de là, vous pourrez définir les différents packagings de vos solutions et appliquer le modèle économique que vous souhaitez. Alors cette étape-là doit répondre aux 3 questions. Le quoi? Quelles sont les fonctionnalités auxquelles je veux donner accès et monétiser? Le comment? Quel modèle économique à appliquer? Comment les utilisateurs finaux préfèrent payer le service? À l'abonnement, à la consommation? Et le combien, qui consiste à définir la valeur du service. La troisième étape
couvre tous les aspects opérationnels. Comment je distribue ma solution, ses mises à jour, quelle flexibilité je donne à mes clients. Et pour finir, il devient primordial de bien comprendre les clients finaux et cela passe entre autres par de l'analyse d'usage qui permet au final d'améliorer ses services. Et nous pouvons vous aider à répondre à chacune de ces problématiques avec nos solutions brandées Sentinel. Nous pouvons vous aider non seulement à centraliser, optimiser votre gestion et distribution de licences, mais également à mieux valoriser vos logiciels, qu'ils soient on-premise, embarqués ou dans le cloud. Alors juste quelques mots sur Sentinel. Nos solutions sont aujourd'hui utilisées par plus de 10 000 clients à travers le monde et dans tout type d'industrie. Nous bénéficions d'une trentaine d'années d'expérience héritées d'acquisitions passées comme SafeNet, Gemalto, et qui nous permettent d'être toujours à l'avant-garde de l'innovation et de représenter presque 50% du marché du licensing aujourd'hui. Notre proposition de valeur est la suivante. Vous aider à générer de nouvelles sources de revenus, s'assurer de la satisfaction de vos clients, collecter des renseignements précieux sur l'utilisation de vos solutions et améliorer votre efficacité opérationnelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Notre offre vous permet de mettre en place le modèle économique le plus adapté à vos solutions et votre marché et permet de gérer dans le temps tous les droits qui sont associés à vos clients, comme suivre les dates d'expiration, gérer les renouvellements. Vous pouvez faciliter la vie de vos clients en leur poussant automatiquement les mises à jour, en leur offrant un portail self-service. La collecte d'informations d'usage permet de mieux suivre l'activité de vos clients et donc de mettre en place de la maintenance préventive, par exemple. Et quant aux aspects opérationnels, l'efficacité se mesure au travers de l'optimisation de vos flux internes, de la réduction des coûts et de l'assurance d'une continuité de service. Alors une petite image pour illustrer où Sentinel se positionne quand on parle de transformation digitale dans une entreprise. Le point 1 et 2 correspondent à tous les outils ERP et CRM, comme par exemple SAP, Salesforce, Oracle, donc, qui vont de la gestion des business process à la gestion des clients, donc pour la prise des commandes et des devis, la gestion client, etc. La gestion des contrats peuvent nécessiter également l'utilisation d'outils spécifiques. Et quand commandes, contrats sont validés, il faut alors pouvoir associer et délivrer au client un droit d'utilisation ou licence en conformité avec la commande. Et c'est le rôle de Sentinel, donc qui va permettre de centraliser cette gestion et de gérer la distribution des licences. Sentinel couvre également une partie analytics pour tout ce qui concerne l'usage des produits et permet de fournir également des informations toutes les informations qui vont bien au système de facturation. Et pour cela, les solutions Sentinel reposent sur 3 piliers techniques. Security et Protection, alors c'est pour permettre la protection de votre code, de votre IP, de votre propriété intellectuelle, en vue de prévenir la copie et le piratage. Licensing et Usage, alors l'implémentation des business models innovants, là via un large choix de licences, alors licence par features, à l'abonnement, en pay-per-use, à la capacité, licence réseau ou par siège, ça peut être une licence trial, dans le cloud, etc. Plus également la partie collecte d'informations, donc qui peuvent être utiles également pour suivre, comme on l'a dit précédemment, pour suivre l'activité de vos clients. La partie back-end, Entitlement Management, c'est pour toute la gestion du cycle de vie des licences, alors que votre logiciel soit en mode offline, connecté ou partiellement connecté. Et nous pouvons par ailleurs vous proposer nos services de consulting si vous souhaitez être guidé dans vos réflexions ou choix d'implémentation. Et je laisse maintenant la parole à Renaud qui va vous détailler un petit peu plus nos solutions. Bonjour. Donc alors, juste, je vais peut-être prendre la main. Tu as la possibilité de me donner le contrôle ou faut que je partage moi? Dis-moi si c'est bon. A priori, non. Oh, attends, sinon, je vais partager moi. Hop. On va faire Change Preventer. Hop.
que tu vois mon écran, Sandrine? Ouais, c'est tout bon. Ok. Donc, comme l'indiquait Sandrine, notre solution, elle répond à tous les besoins que nous avons détaillés au préalable sous 3 aspects. Un qui va être plus avec un utilitaire de gestion de tout votre parc de licences répandues sur le terrain ou à répandre, de leur définition produit jusqu'au lien avec l'utilisateur final et la mise à disposition de la licence ou même du logiciel que vous voulez lui fournir. Un système de gestion des versions sur le terrain, donc Sentinel Up, qui lui va permettre de, à chaque lancement ou à une certaine fréquence définie, vérifier sur une instance cloud la présence d'une nouvelle version, potentiellement même de lier cette nouvelle version et son installation et son téléchargement à un contrat de maintenance valide. Et enfin, toute la partie enforcement, donc gestion de la licence, contrainte d'un droit spécifique pour accéder à tel ou tel module, qui est représenté par 2 composants qui s'appellent Sentinel RMS et Sentinel Fit pour tout ce qui est environnement embarqué avec très peu de place ou de capacité pour stocker une autorisation, type environnement sans OS, microcontrôleur, et ainsi de suite. L'écosystème dans lequel on vient s'intégrer peut être connecté à plusieurs composants d'une entreprise ou même d'environnement terrain. On voit ici au centre notre Sentinel EMS qui va avoir toute cette composante, cette casquette de gestionnaire central, qui peut donc gérer la mise à disposition de licences RMS, comme des licences FIT, on l'a mentionné un peu plus tôt, mais aussi déclencher la génération ou l'activation d'une licence d'un tiers ou même d'une solution que vous aurez développée en interne. Cette mise à disposition d'une licence, qu'elle soit RMS ou autre, peut être couplée avec la prise d'un ordre dans un ERP ou un CRM et via une ouverture par web service, toute la séquence de création d'une demande de licence peut être déclenchée côté EMS. Qui dit demande de licence dit un droit à fournir. En parallèle, on peut lier un système de SD, donc de software download, où la mise à disposition de l'exécutable protégé sera envoyée avec la licence. Si vous préférez augmenter la satisfaction client et pas le forcer à passer par vous pour récupérer sa licence, nous exposons aussi des portails. Donc notamment là sur la gauche, un portail client qui lui va lui permettre, une fois qu'il a reçu son mail d'autorisation, de récupérer de manière autonome sa licence pour pouvoir l'attacher à son poste, par exemple. Nous avons aussi un portail partenaire qui vous permettra, vous, de laisser votre partenaire en toute autonomie pour générer des licences issues d'un pool que vous lui aurez octroyé en amont. Ou même, si on parle de distributeur et revendeur, un distributeur aura même plus d'autonomie. Vous pourrez lui laisser la capacité de demander autant d'entitlement, donc de demande de licence qu'il le souhaite, tout en ayant, vous, la visibilité sur toutes celles qui sont demandées, toutes celles qui sont activées. Donc, il y a vraiment 2 rôles qui sont possibles. Le fait de pouvoir générer des licences au sein d'un pool que vous générez en amont, ou au contraire, laisser la pleine autonomie à votre distributeur de générer autant de licences qu'il souhaite. On voit aussi en haut à droite que l'EMS peut être couplé à Up. Donc là, c'est la fameuse logique dont je vous parlais, où dès qu'une nouvelle licence de votre logiciel protégé est propagée sur le terrain, ou vous souhaitez la propager pour que vos clients puissent la télécharger librement, typiquement, comme un notepad quand vous le lancez qui va aller vérifier si une nouvelle version est disponible ou des nouveaux plugins sont disponibles. Là, on est capable d'intégrer l'appel à une instance SaaS qui est un peu gestionnaire des versions, mais aussi le fait de grouper une interrogation vers l'EMS qui va aller rechercher pour l'identifiant de la licence attachée au poste, quelles sont ses caractéristiques et notamment son contrat de maintenance, s'il est toujours valide ou pas. S'il est valide, on autorise le téléchargement et ou l'installation de la nouvelle version. S'il n'est pas valide, on peut refuser de prompter à la nouvelle version. Et enfin, dans la partie basse, on va retrouver tous les types d'écosystèmes que nous pouvons licencier ou contraindre à un droit spécifique, des applications post-client, on va dire, aux applications serveurs,
de plus en plus d'appareils dans l'IoT ou des machines de ligne d'industrie, des environnements restreints type embarqué. Maintenant, avec l'émergence des terminaux mobiles, qu'ils soient Android ou iOS, on va pouvoir autoriser certains types de licences à restreindre l'accès ou pas à certaines fonctionnalités d'une application. Et enfin, des applications pure SaaS. Alors, SaaS exposant un service ou SaaS exposant une architecture dédiée pour un service précis, on va être capable d'y répondre avec une implémentation et une interrogation d'un fichier de licence. Les nouvelles spécificités de notre version Sentinel EMS, c'est que là maintenant, on a refondu complètement l'interface qui permet de customiser vraiment toute la vue de gestion du pool client, de la définition du catalogue produit, de la gestion des entitlements, du suivi de l'activité via du reporting. Donc tout cela a été amélioré. On a fait des sondages sur justement ce changement d'ergonomie de notre interface qui permet, avec des bêta-testeurs, d'améliorer jusqu'à 38% l'efficacité pour gérer les tâches qu'il gérait au quotidien ou lors de l'activité de licensing, que ce soit de la définition du catalogue produit jusqu'à la mise à disposition de licences. On a amélioré aussi les capacités de l'interface, parce que typiquement, les recherches, quand on commence à avoir une certaine volumétrie de licences, là on parle de dizaines de milliers de licences, ça faisait beaucoup de lignes à parser avec chacune des caractéristiques plus ou moins volumineuses. Donc tout cela a été optimisé pour améliorer l'interface utilisateur en termes d'administration du parc. On essaie aussi d'améliorer tout ce qui est prise en main de l'EMS, parce que qui dit système central de gestion globale de votre partie licensing, dit aussi que beaucoup de paramètres doivent être soi-disant positionnés ou à prendre en compte au moins pour pouvoir le gérer correctement. Donc toute cette prise en main a été améliorée par un accompagnement, par un guide qui permet de découvrir petit à petit chacun des modules avec leur pertinence. Le fait de pouvoir exporter et importer des utilisateurs, ce qui permet justement de migrer ou de pouvoir interfacer un système externe plus facilement, typiquement un CRM qui aurait une gestion dynamique des features associées à un produit. À partir du moment où il va être créé dans un CRM, on va pouvoir automatiser le fait de populer l'EMS pour refléter ces nouvelles fonctionnalités. Et maintenant, comme nous avons maintenant, depuis qu'on a sorti EMS, l'ouverture totale avec des web services, on livre maintenant ce qu'on appelle un API Builder, donc qui permet de prendre en main plus facilement tous nos web services, arriver plus intuitivement à faire la mise à jour que l'on souhaite, ou prévoir le script de séquence depuis un ERP ou pour exporter vers un système de billing. Donc cela fera partie notamment d'une des parties de démo dont je vous montrerai à la fin pour étayer les plus-values de notre MS5. Sur la partie RMS, les licences que l'on peut générer sont de trois types. Donc on appelle on-premise, c'est typiquement la licence logicielle qui va être attachée à un poste, qu'elle soit standalone ou réseau dans une infrastructure cliente. Elle ne nécessite pas forcément, voire pas du tout, de connexion à l'extérieur via Internet. On l'attache le plus communément à une empreinte machine ou serveur qui permet de décerner un fichier de licence qui correspondra à cette identité. Nous avons aussi les Cloud Server Leased. Donc Leased, c'est pour bail d'utilisation. Typiquement, une application a besoin à minima, un environnement a besoin à minima d'une connexion à Internet pour vérifier via un identifiant quel est son droit, et donc on vient descendre localement et temporairement ce droit sur la machine. La durée de validité et donc le bail d'utilisation. Arrivé à échéance du bail d'utilisation, on refait une synchronisation à l'extérieur pour pouvoir réétendre le bail d'utilisation et donc
Cela peut être fait une fois par an ou une fois par trimestre, selon les contraintes de l'environnement de votre client final. Ce premier, ce deuxième type de licence, vu qu'il a une connectivité externe, permet de faire ce qu'on appelle le usage data tracking. C'est-à-dire qu'une fois que le bail est associé en local à la machine, toute utilisation de la licence, le nombre de fois où est accédé une fonctionnalité, par quel poste, est-ce que vous avez détaché une licence ou pas, tout cela va être tracé localement dans une persistance. Et à chaque renouvellement du bail ou resynchro de la licence, on va être capable de récupérer ces données d'utilisation liées à l'identifiant de la licence. Encore une fois, pas de lien vers l'utilisateur final ou le nom de l'utilisateur du poste ou de la session Windows ou Linux qui est en cours. Donc toutes ces données sont récupérées et transitent de manière chiffrée vers notre système EMS. Un composant déchiffre la signature des données et on vient populer notre base EMS pour pouvoir exposer les données depuis notre interface. Ce mode par bail d'utilisation permet aussi de gérer les mises à jour ou les renouvellements plus facilement. C'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez annuler le bail en cours parce que vous savez qu'une mise à jour a été faite sur une offre commerciale qui permet d'accéder à plus ou moins de fonctionnalités du produit lui-même. On peut annuler le bail, récupérer la nouvelle version de la licence pendant un certain temps avant d'avoir à la resynchroniser. Dernier licence type, on est plus sur du mode connecté, donc généralement des applications mobiles ou même des postes, des déploiements sur postes bureautiques qui maintiennent forcément une connectivité externe. Donc c'est ce qu'on appelle le connected mode sur les applis cloud. Ce mode-là, typiquement, à chaque fois que vous accédez à un module protégé ou à un module enforcé ou contraint à une recherche de licence, vous allez faire un appel vers notre instance qui va dire, ben voilà, derrière cet identifiant de licence, est-ce que j'ai le droit d'accéder à tel ou tel module? Oui, et donc autoriser l'accès pour l'utilisateur qui l'a demandé. Vu qu'on est en mode connecté, il n'y a aucun composant, on va dire, attaché en local au poste du utilisateur final. Tout se fait via notre serveur. C'est notre serveur qu'on interroge pour autoriser ou non l'utilisateur final. Ce qui fait que toutes les données d'utilisation sont directement agrégées par notre serveur et mises à disposition dans l'interface de reporting de notre EMS. Donc en effet, le deuxième, le lease mode et le troisième, le connected mode, permettent le suivi des données de consommation, donc le usage data tracking, qui vous permettra, grâce à cette visibilité, d'adapter soit via des campagnes marketing la sensibilisation de vos utilisateurs finaux avec les nouvelles fonctionnalités ou les fonctionnalités qui sont les moins utilisées, soit directement vos équipes R&D qui verront un certain attrait pour différentes fonctionnalités de votre application, celles qui sont généralement le plus utilisées et qui permettront d'adapter plus facilement des roadmaps produits ou même des tailles d'équipes de développement. Sur la dernière version du Sentinel EMS sortie, donc comme je vous disais, on a quand même amélioré la prise en main puisque la plupart de l'historique de notre RMS venait d'un mode traditionnel de méthodes où on avait plus de 140 ou 150 méthodes à prendre en main avec chacune leurs contraintes, donc ce qui était plus ou moins digeste pour nos clients pour arriver à implémenter leur projet. On a amélioré cela à partir de RMS 9 pour pouvoir avoir une version unifiée des API, donc un groupe logique d'API RMS qui permettait d'être plus opérationnel plus rapidement lors de l'implémentation et d'avoir une logique on va dire, par workflow à suivre pour contraindre à une recherche de licence ou gérer une licence déployée sur un terrain. Et là maintenant, on a développé un API Builder qui est quelque part une sorte de toolbox qui permet de comprendre comment marchent ces API RMS et justement réduire les efforts pour une implémentation ou les types d'erreurs quand on écrit du code avec du test itératif de développement. Ce qui permet aux équipes de développement justement de passer moins de temps à passer de la documentation ou à faire du test unitaire pour avoir les comportements et comprendre plus en amont comment
parler à une méthode et comment réagit cette méthode selon le type de licence qui va être exposé en face. Quelques études de cas que nous avons mis en place avec des clients finaux à travers l'Europe ou même à travers le monde. Assa Abloy, qui est, je ne sais pas si beaucoup les connaissent, mais qui est le fournisseur principal des hôtels à travers le monde pour tout ce qui est code d'entrée des chambres. Ce projet avait principalement 5 contraintes qui étaient la première, qu'Assa Abloy rachète énormément d'entreprises. Typiquement, sur l'exercice qu'on avait fait, ils voulaient unifier 12 méthodes de licensing qui étaient associées à 12 sociétés rachetées. Donc, ce qui fait que les méthodes ou les schémas de licensing associés à ces sociétés devaient être unifiés ou au moins rendus gérables depuis notre MS. Ils voulaient qu'un seul système central justement pour gérer tous ces composants s'ils n'arrivaient pas forcément à les unifier. Ils voulaient éviter d'avoir à mettre à disposition à tous les hôtels ou à tous les revendeurs un DVD ou un CD d'installation de gestion de leur solution ou de pilotage d'ouverture de porte pour les hôtels. Et en parallèle, pour pouvoir publier des nouvelles versions de soft facilement pour une fois que l'application était installée, mettre à disposition directement les dernières fonctionnalités et notifier directement l'utilisateur une fois que le code d'activation était généré. Donc les composants que nous avons mis en place pour ce projet sont principalement Sentinel RMS qui permettait de faire comme des points de passage dans leur code pour s'assurer ou aller vérifier la validité et la présence d'une licence localement. Sentinel EMS qui était toute l'interface de gestion pour savoir quelle licence était délivrée à qui. RMS Embedded parce que la plupart des environnements dans les hôtels exposent des systèmes à composantes restreintes pour pouvoir gérer une licence. On a dû faire un porting sur Windows Embedded justement pour ces composants, ces genres de petites passerelles locales pour pouvoir comprendre les méthodes RMS et pouvoir gérer l'interrogation d'un fichier de licence. Et nous avons donc embarqué nos équipes de consulting et d'intégration pour mener à bien ce projet dans le temps imparti. Sur le workflow qui a été mis en place, en fait, typiquement, nous avions un back-office d'Assa Abloy, donc à HID, qui lui déclenchait des ordres vers notre MS pour créer directement les demandes de licence, donc les codes d'activation. Et ce code d'activation répondait à un produit spécifique qui permettait justement de débrayer ou pas l'activation d'une porte ou d'une fonctionnalité précise d'une chambre d'hôtel. Une fois que l'entitlement était activé, l'email de notification a été envoyé avec un code. L'utilisateur récupérait ce code, installait le produit ou l'application si nécessaire. Et directement, le device, une fois que le code était rentré, permettait de comprendre ce qui avait été fourni, donc le fichier de licence, et l'application permettait de débrayer la porte. Sandrine, est-ce que tu me confirmes qu'on voit toujours bien mon écran? Ouais, c'est toujours bon. Ok. Pour un autre client qui était Ericsson, donc Ericsson, tout le monde le connaît à travers le monde, donc c'est un fournisseur d'équipements télécoms. Eux, typiquement, ils voulaient arriver à livrer des licences qui étaient plus sur un nouveau mode qui est en train d'émerger de plus en plus, qui est le pay-per-use, donc le paiement à la consommation, et arriver, grâce à ce nouveau mode de licence, à récupérer toutes les données terrain pour savoir vraiment ce qui était utilisé par les utilisateurs. Donc, ils ont voulu gérer toute cette masse de collection de données au travers de la licence. Donc, à chaque fois qu'un utilisateur accédait à un applicatif, à une fonctionnalité spécifique de son applicatif, on allait pouvoir tracer cette utilisation.
Ils avaient aussi des contraintes de haute disponibilité parce qu'ils servent avec certains applicatifs quasiment tous les pays d'Europe, voire tous les pays du monde. Et ils voulaient aussi que ce soit hosté au départ et opéré par Ericsson. Et donc là, il a fallu trouver une entente pour pouvoir leur livrer une instance qu'ils auraient pu gérer. Alors, gérer en termes de management, pas forcément en termes d'uptime. On a couvert ça par un SLA au niveau contractuel. Donc, typiquement, les solutions qu'on leur a mis à dispo, c'est Sentinel Cloud Licensing. Donc, c'est toute l'offre Managed Services de notre MS avec le composant qui permet justement la récupération des données terrain. Les équipes de consulting et services pour justement mettre en place la logique du pay-per-use modèle, mais aussi la logique de collecte de données, parce qu'au départ, ils voulaient collecter tout ce qui était interrogé sur la licence. Après, il faut aussi arriver à rationaliser ce qui a de l'importance sur une projection ou une stratégie produit. On a aidé aussi au support à l'intégration parce que nous, on peut mettre à disposition tout l'écosystème EMS et le SDK RMS qui permet l'intégration. Après, tout ce qui va être intégration dans le code et le suivi des customisations spécifiques, on a des équipes d'intégration qui les ont aidés. Ils nous ont aussi demandé de la customisation parce que toute la mise à disposition, aussi bien via des partenaires que via leurs clients, ils voulaient customiser nos interfaces web, donc typiquement notre portail client et notre portail revendeur, pour le mettre aux couleurs et avoir un workflow spécifique que souhaité. Donc, la logique telle que je vous l'avais décrit pour Assa Abloy était de partir du back-office Ericsson, envoyer les ordres vers l'EMS. L'EMS mettait à disposition la licence auprès du poste client. Et pendant que ce client consommait la licence, que ce soit en connecté, c'est-à-dire en instantané, ou là pour le coup c'était majoritairement du lease, donc on descendait l'autorisation une fois et après plus aucune connexion. À la prochaine resynchro de la licence vers notre instance SCL, on pouvait fournir à nouveau une extension de la licence, donc étendre le bail, mais aussi récupérer toutes les données agrégées sur le terrain qui permettait de voir la consommation de telle ou telle feature derrière cette licence qui a été fournie. Donc toute cette visibilité leur a permis de répondre en effet à la mise à disposition d'un pay-per-use. Ils ont changé complètement le modèle de pricing, il n'y avait plus de pricing upfront ou prepaid. Ils mettaient à disposition en amont la licence et après, au fur et à mesure que le client utilisait, il pouvait partager en réconciliant tous les mois ou tous les trimestres quels avaient été le nombre d'accès et donc quel était le pricing correspondant. Nous allons passer à la démo. Pardon, hop. Non, pour la démo, voilà la nouvelle interface Sentinel EMS 5 qui, pour certaines des personnes enregistrées, change complètement. Puisqu'avant, nous avions une gestion plutôt verticale des composants. Là, on a, en changeant la technologie de notre interface web, on a lissé la logique plutôt sur un mode horizontal qui permet le suivi par composant métier lié au licensing, d'avoir une meilleure visibilité ou somme toute une visibilité plus logique. On va retrouver donc la partie catalogue produit qui va passer par la définition des features. Donc, vous vous souvenez la notion des features et un produit qui est un set de 1 à n features. Et la partie licence modèle qui, elle, fait la différence par rapport à nos deux gammes produits. Pour ceux qui connaissent LDK, n'ont pas forcément la licence modèle, ils les appliquent au moment de la génération de la licence. Là, en fait, la logique, c'est vraiment, je définis un licence modèle qui peut être du standalone lease, donc c'est-à-dire un bail d'utilisation associé à une machine spécifique, qui peuvent être un mode démo en réseau, qui peuvent être un mode souscription. Donc voilà, on va pouvoir définir autant de licences modèles adaptatifs souhaités que ce que l'on souhaite. On a un livre par défaut toute cette liste et après chacun des clients peut prendre
soit du standalone offline, soit du network offline, du standalone lease, du network lease, et après jusqu'au connected, donc du full connecté à Internet, qu'il soit standalone ou réseau. Une fois que ces licences modèles sont définies ou adaptées selon vos besoins, vous pouvez les lier aux features. Donc on va retrouver avec la capacité de choisir à quel environnement appartient la feature que l'on veut créer, lui donner un nom, une version, un identifiant, et après pouvoir associer les 1 à X licences modèles que l'on souhaite. Typiquement, si vous êtes amené à adapter par client, si vous savez que ça va être forcément de l'offline, vous allez pouvoir sélectionner du standalone lease comme du network lease par exemple, network node logged. Par contre, si vous souhaitez avoir comment dire, une élasticité supérieure, vous pouvez très bien dire que vous allez livrer aussi bien de l'offline que du lease, que du connected. Et après, selon l'environnement système, vous n'aurez pas forcément à reprendre la partie enforcement qui aura été intégrée dans votre application, mais juste faire en sorte que votre application détecte quelle est la licence qu'il doit hériter ou qu'il doit consommer. Et donc, en fonction de la licence qu'il détectera ou qu'il aura à consommer, il saura directement où aller la chercher en local, sur le réseau ou sur Internet. Vous voyez, pas vraiment plus de complexité pour la création d'une feature. Et après, comme je vous disais, la définition d'un produit, c'est un set de 1 à n features. Donc si je vous montre à quoi correspond un produit, là typiquement, mon produit Test Product 2 en version 1 contient les features 1 et il arrive Pro version. Directement, on peut savoir quel est le licence modèle associé. Si par défaut, cette fonctionnalité sera forcément inclue ou pas. Et si on avait associé différents licences modèles à nos features, on aurait pu avoir ici une liste déroulante des licences modèles associables pour notre produit. Une fois que notre catalogue est défini, on va retrouver la même logique de dire je vais pouvoir générer un entitlement pour une personne. Donc un entitlement, c'est vraiment une demande de licence ou une commande. Et on va retrouver la logique de pour qui je livre cette licence. Si je la livre pas à un utilisateur final, mais à un partenaire, je peux taguer le partenaire, ce qui fait que lui, via mon portail partenaire, aura la visibilité de la licence à activer pour l'utilisateur final. Le mail de contact, si on décide de notifier automatiquement l'utilisateur ou le partenaire de la mise à disposition d'une nouvelle licence. On peut mettre en copie des équipes de distribution, des équipes d'opération pour savoir si une licence a été activée pour un utilisateur final. Si votre client n'est pas directement enregistré ici dans la partie Customer, vous allez pouvoir lui dire, OK, une fois qu'il va recevoir les informations liées à sa demande de licence, est-ce que je veux le contraindre à renseigner ma base de données avec ces informations clients qui peuvent être le nom, le prénom, l'adresse mail, les shipping details et les billing details. Ou alors au contraire le rendre optionnel ou pas forcément le forcer à s'enregistrer. Derrière, la start date et end date de la demande de la licence. Donc encore une fois, ce n'est pas la validité de la licence, mais la validité de la demande de licence. Dans certains pays, on est contraint de dire, voilà, les informations pour récupérer votre licence. Si vous n'avez pas récupéré la licence dans les 15 jours, nous allons considérer que la demande est caduque et donc revenez vers nous pour réinitier le process de demande de licence. Donc là, généralement en France, on laisse à Never Expires parce que la facturation se fait à partir du moment où on donne tous les identifiants pour qu'il récupère la licence. On peut spécifier directement un entitlement ID si vous voulez arriver à forcer cette information. Certains de nos clients partent du principe que l'identifiant de la prise de commande depuis le ERP fait foi et donc c'est cet identifiant qui est à injecter dans le ID. Ou d'autres viennent le lier à un external ID directement pour dire ok, j'ai un entitlement ID qui permet de suivre la licence et cet entitlement ID est lié à un ID de mon ERP. RFID 1, RFID 2, encore une fois, des commentaires ou des champs additionnels pour pouvoir lier un ERP ou un CRM.
Le fait de pouvoir autoriser l'activation, la révocation, est-ce qu'on va fournir tout l'entitlement si l'entitlement euh, autorise plusieurs licences à être récupérées, est-ce que on livrera tout directement ou on permettra l'activation partielle de certaines licences au fur et à mesure? Est-ce qu'on veut notifier ou pas, sachant que certains de nos clients interfacent le MS avec un serveur SMTP, d'autres non, pour favoriser l'expérience utilisateur. Ils trouvent que ça optimise un peu la visibilité à partir du moment où l'ordre est pris de partager en mode réactif les informations de consommation de la licence. Et ensuite, directement, quel produit on va pouvoir autoriser derrière cette licence. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez intuitif, de logique et on va dire de synthétiser pour arriver à mettre à disposition toutes les informations aux clients. Une fois que les entitlements sont générés, donc on peut notifier le client. Si lui l'active, on va pouvoir ici avoir la visibilité de quelle licence demandée a été activée et donc récupérée. On va retrouver le portail la liste des clients renseignés avec la définition des customers et des contacts. Donc, customers, ça va être plus les sociétés et les contacts, les clients, on va dire les adresses mail à qui on va notifier la mise à disposition de la licence pour qu'ils puissent l'activer. Donc, c'est plus société et clients finaux. La liste des partenaires pour pouvoir être sûr que on va leur exposer des droits sur le portail partenaire et qui, eux, hériteront de tous les entitlements qu'on leur octroiera à activer pour leurs utilisateurs finaux. Le catalogue produit, on l'a vu. La partie download qui permet d'attacher un exécutable ou même une documentation spécifique à un produit. Typiquement, dans la partie catalogue produit, vous allez pouvoir faire un lien vers une version d'un exé pour une mise à jour, par exemple, ou même la mise à disposition de la documentation relative à cette nouvelle version directement. L'aspect reporting qui permet de suivre un peu toute l'activité, je vous disais, que ce soit exportable vers un système de billing ou d'analytics. Vous allez pouvoir dire, voilà, je peux générer des reports sur les entitlements d'une société spécifique, sur une plage de temps prédéfinie, et directement le générer en format HTML, PDF, Excel, Jasper XML ou Plain XML sans vraiment de complexité. La liste des transactions, pareil, toutes celles qui sont, c'est un peu l'audit trail de notre EMS, savoir ce qui est fait. Donc ça, c'est purement une visibilité d'admin de l'EMS qui lui peut faire le suivi de quel utilisateur, donc ici, qui a exécuté la tâche, quelle action il a fait, j'ai créé un entitlement, je l'ai édité, sur quel identifiant d'entitlement. La gestion du parc d'utilisateurs EMS, donc en gros, qui peut utiliser EMS? Comme je vous disais, EMS, vu que c'est un utilitaire central de gestion de licence, comme toute interface de gestion, on peut splitter les rôles. Donc, typiquement, un chef produit n'aura accès qu'à la partie catalogue produit pour pouvoir décrire directement ou rajouter une feature qui fera partie d'une nouvelle version. Les équipes d'opération ou de sales admin pourront lier les téléchargements liés aux autorisations qui seront à générer. Les sales admin, comme des fois les sales dans certaines sociétés, l'accès aux entitlements pour pouvoir mettre à disposition directement une licence de démo, une licence commerciale à un client. Donc toute cette définition de rôle se trouve ici dans la partie EMS Users. On va pouvoir dire les sales opérations, par exemple, ils ont accès à quoi? À la gestion des clients, à la gestion du partenaire, avec soit les droits en visibilité, les droits en édition, les droits en ajout ou en suppression. Par contre, pour tout ce qui va être report, un sales ne va pas pourra avoir les reports, mais ne pourra pas en créer, en ajouter ou en supprimer. Bien évidemment, on peut filtrer par namespace. Donc namespace, c'est vraiment les environnements ou les branches produits pour splitter telle branche produit ne contient que tel et tel produit, donc leur set de features, et ne pas avoir des personnes, des opérations d'une product line qui seraient à même de générer des licences pour une autre entité de la société.
Donc voilà, une fois que les rôles sont définis, on peut créer des utilisateurs qui, eux, vont hériter ou non de ces rôles pour pouvoir leur restreindre leur champ d'action ou au moins leur champ de visibilité depuis l'interface EMS. Dernière partie, customisation, on va pouvoir customiser tous les champs de prise d'information lors d'un entitlement, lors du renseignement d'un utilisateur en base. Donc là, on va pouvoir forcer quel va être le site de la société, quel va être son code postal, tout ce qui n'est pas forcément mandatory. On va pouvoir lister ici tout ce qu'on demande à récupérer. La partie Custom Report, comme vous le savez, notre base EMS est ouverte à compréhension. Donc, on vous expose sa structure. C'est après, si vous souhaitez avoir des reportings fréquents, récurrents, adaptés avec les données que vous souhaitez exporter pour pouvoir les injecter directement vers un système d'analytics ou de BI, vous pourrez générer directement la requête qui va bien, prévoir son scheduling et récupérer le résultat du rapport dans différents formats. La gestion des notifications. Est-ce que je notifie à chaque mise à jour produit, à chaque entitlement expiré ou celui qui expire dans 14 jours ou 7 jours pour pouvoir soit forcer les équipes de Sales Ops à reprendre contact directement avec les clients, parce que si les clients ou si la logique n'a pas été intégrée dans l'application, il est toujours bon que les équipes d'opération puissent avoir cette visibilité ou cette notification pour pouvoir réagir et donc être plus proche de l'utilisateur pour améliorer son expérience avec vous. Donc tout cela est déjà mis en place nativement dans l'application. C'est vraiment un outil de suivi d'activité de licensing. Et enfin, la dernière partie qui est plus pour le profil administrateur de l'EMS, qui va être tout ce qui est interface avec le fameux serveur SMTP pour échanger des mails avec les utilisateurs finaux ou même notifier les équipes d'opération. Les informations liées à l'entitlement, à la licence elle-même, sur tous les settings où on peut notifier, la configuration en SSL et en HTTPS, pour tout ce qui est communication, la gestion des use cases de révocation, est-ce qu'on veut l'utiliser, est-ce qu'on veut confirmer en mode automatique. Donc voilà, tout un tas de configurations, typiquement le SD, donc la mise à disposition d'un nouvel utilitaire ou d'un exécutable ou d'une documentation, combien de temps on utilise, on autorise le lien à rester valide. Donc voilà, tout ce qui est configuration propre à l'interface EMS ou au use case précis de notification d'échange en interne ou même à l'externe vers les clients va être géré depuis cette interface de configuration. Donc voilà, ça c'était un des premiers descriptifs de la partie EMS, donc c'était vraiment le changement d'interface avec une optimisation et un suivi plus proche des champs de recherche et de définition optimisés, comme je vous disais, 38% d'optimisation sur des use cases généraux de gestion de licence, c'est-à-dire gestion du catalogue produit, mise à disposition d'une licence par un entitlement. Et donc toute cette interface-là, comme elle a été changée, comme je vous disais, on expose aussi tout ce qui est REST API. Donc elle peut être pilotée totalement via des web services. Et donc ces web services, il faut arriver à les prendre en main, arriver à échanger avec eux, savoir quel champ positionner. Et donc tout cela, on l'a synthétisé dans des guides Sentinel EMS User Guide et aussi le REST API Guide. Mais pour améliorer encore l'expérience, on dédie aussi un web service référence qui permet de tester chacun des web services qui est exposé par l'interface. Typiquement, si je viens, on va dire le plus simple, sur la partie entitlement, je vais dire recherche-moi un entitlement. Ici, on peut définir directement, la première étape, c'est de s'authentifier pour savoir si on a le droit d'accéder ou d'aller consulter tel ou tel champ ou tel menu dans l'application. Donc là, on est bon, je suis bien authentifié avec mon user. Et directement, pour chercher les entitlements, ce qu'il va me demander, je vais avoir plusieurs paramètres utilisables pour aller rechercher mon entitlement. Donc si je fais essayer
l'appel au web service, je viens ici chercher un des entitlements. C'est pas celui-là ici. Un entitlement, par exemple celui-ci. Hop. Il dit recherche-moi l'entitlement ID, celui-ci. Je l'exécute. J'ai directement le code retour 200 avec les informations de mon EID qui est 3FE, donc c'est bien celui-ci. Maintenant, pour voir les caractéristiques de mon entitlement, je copie mon EID, je viens sur Get Entitlement. Directement, on peut voir le code en Java, en Python ou même en HTTP la logique qui va être envoyée. Sur la définition, on peut dire à nouveau je vais l'essayer. Donc on a l'endpoint qui va être tapé par le web service, EMS, API v5, entitlement, et il s'attend à avoir en argument l'entitlement ID. Donc je lui donne mon entitlement ID, j'exécute, et là directement, donc il me dit je tapais sur cette URL, donc il a bien renseigné dynamiquement mon entitlement ID, et directement le code retour 200. Donc il a bien trouvé l'entitlement, et pour mon entitlement, il va retrouver toutes les informations qui lui sont associées. C'est-à-dire la liste des features, des produits, des features, le licence modèle associé, et la start, est-ce que l'activation, la licence démarre à l'activation, combien de temps la licence reste valide, start date et end date. Donc voilà, tous les paramètres associés à mon entitlement. Directement, on peut lui changer aussi la structure ou le template de réponse. Je la réexécute, j'ai plus un JSON, mais maintenant en XML. Vous voyez, il y a vraiment moins de complexité à prendre en main les web services, puisqu'on peut en avoir trouvé tout ce qui est gestion de l'entitlement, ajout d'un entitlement, recherche, avoir les entitlement details, updater un entitlement. Par exemple, pour une licence cloud, si vous voulez mettre à jour un entitlement avec une nouvelle feature d'un produit, vous pourrez l'identifier, rajouter la section de la feature correspondante, l'exécuter. À partir du moment où l'application utilisateur final consultera à nouveau la licence, elle verra la nouvelle fonctionnalité comme disponible. Pareil pour la gestion du catalogue, on va avoir la partie ajout d'une feature, rechercher une feature, récupérer les détails d'une feature. On va retrouver les licences modèles. Quelles sont les licences modèles que l'on peut utiliser, quels sont ceux qui sont définis. La partie produit, la gestion des produits. Est-ce que je peux ajouter un produit, récupérer ma liste de produits, et ainsi de suite. Partie client, rajouter, récupérer des informations clients. Donc typiquement pour un ERP, on va pouvoir, si l'EMS est le système de récupération des données des détails clients, on va pouvoir pousser ces informations vers l'ERP directement. La gestion des partenaires, le suivi de leur activation, quels sont les partenaires, quels sont les entitlements qu'ils ont produits. Le suivi des activations, parce que un entitlement, comme je vous disais, n'est pas forcément automatiquement activé. Donc on va pouvoir savoir quelles sont celles qui arrivent à échéance, celles qui n'ont pas encore été activées, faire le diff entre les deux pour relancer des utilisateurs finaux pour pouvoir savoir ce qui les empêche de consommer les dernières licences. Les empreintes, typiquement quand on attache une licence à un poste pour sa consommation, on va gérer les empreintes. Donc on peut associer jusqu'à, je crois, 11 empreintes machines sur une licence pour pouvoir faciliter la gestion de une licence peut être consommable par tel ou tel poste si on fait du node locked. Et ainsi de suite, les utilisateurs de l'EMS que je vous ai montré un peu plus tôt, les différents rôles, la gestion des téléchargements. Donc, est-ce que je peux rajouter un exécutable? Est-ce que je peux mettre à jour le lien d'un exécutable? Est-ce que je peux customiser la validité du lien de l'exécutable à mettre à disposition? Et enfin, pareil, tout ce qui est reporting, savoir quel est le report que je peux appeler depuis un système de billing ou d'analytics.
Donc vraiment, le but était d'exposer chacun des composants, on va dire métiers ou objets de notre OMS pour pouvoir lister ou regrouper tous les web services associés à ces objets et favoriser la compréhension. Donc à chaque fois, pour chacun, vous allez retrouver le code qui peut être intégré pour faire l'appel au web service en Java, en Python, ou même directement en HTML si vous créez un script qui permet d'envoyer ce code HTML. Une fois que vous l'avez copié-collé, donc ça vous fait gagner du temps en termes d'intégration, vous pouvez faire cliquer sur Try it out et donc là, pour chacun des composants dynamiques ou même des champs de commentaires, si vous voulez les pousser, vous allez pouvoir renseigner directement, copier la structure soit en JSON, soit en XML, vérifier qu'il est bien valide en termes de structure, donc compatible avec le ICSD qui va être mis à disposition, et directement l'exécuter. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un add entitlement avec une structure qui n'est pas compatible, donc directement j'ai le code d'erreur 400 et directement en disant qu'il ne trouve pas de produit correspondant. Donc c'est assez intuitif pour comprendre et la structure du web service, quels sont les champs à positionner et enfin quels sont les codes d'erreur si on essaie d'intégrer et que cela génère une exception pour pouvoir customiser plus facilement la séquence et l'automatisation et le pilotage depuis un ERP. Donc voilà, cela clôture la partie démonstration. On va pouvoir revenir à la présentation. Et je crois, sans me tromper, qu'on est plus sur la partie questions et réponses. Sandrine, est-ce que tu vois des questions? Ouais, quelques questions. Alors, je reprends pour Oui. le coup une dernière là, qui fait suite à ce que tu viens de présenter. Merci Renaud. Est-ce que Oui, ça signifie qu'on peut intégrer toute la logique de la gestion de licence dans notre ERP? Donc, mais pourquoi tu y as répondu juste à la dernière minute? tout à fait. En fait, vraiment, on va dire, tous les workflows que l'on peut déclencher depuis le MS peuvent être appellables ou séquençables depuis un ERP. À partir du moment où votre ERP a la capacité d'envoyer des ordres sur les REST API, que ce soit par script, par logique de code pur, dans différents langages, peu importe, à partir du moment où vous êtes capable d'envoyer sur de l'HTTP ou de l'HTTPS, vous allez pouvoir scripter une logique de gestion de catalogue produit, donc définition d'un produit, ajout ou suppression de fonctionnalités, association de licences modèles. Typiquement, si vous passez d'un produit qui est sur du prepaid avec des licences perpétuelles et que vous voulez le faire évoluer, ben, directement, vous allez pouvoir associer aux features de ce produit des nouveaux licences modèles pour pouvoir piloter depuis votre ERP la mise à disposition d'une licence qui correspondra à toujours à ces fonctionnalités-là, mais avec des licences modèles beaucoup plus flexibles. Ok. On a encore un peu de temps, donc n'hésitez pas à envoyer, à écrire vos questions. Je reprends une des premières. Combien de temps dure en moyenne une implémentation? Alors la réponse typique d'un consultant comme moi, c'est cela dépend. En effet, cela dépend typiquement du nombre de fonctionnalités, du nombre de produits, de la complexité de ce qu'il y a à mettre en place dans votre stratégie de licensing. Certains de nos clients démarrent généralement avec une licence basique qui est une feature égale à un produit au global, avec des licences modèles qui sont perpétuelles ou alors basées sur une date d'expiration au début. Donc cette implémentation peut aller très vite, surtout si vous livrez sur on va dire majoritairement du Windows ou toujours un même type d'environnement client. Si vous avez une feature avec un environnement client et un ou deux licences modèles, tout peut être implémenté et testé en un mois. Après, dès qu'on va vouloir étendre on va dire, c'est ce qu'on voit le plus souvent, surtout avec des composants RMS et EMS entreprise, dès qu'on va vouloir gérer plusieurs fonctionnalités d'un ou plusieurs produits avec différents types de licences modèles, les projets, en termes de construction, déjà sont plus chronophages, donc on est déjà sur du 1 à 3 mois pour la spécification complète, parce que il faut interroger les sales, les équipes d'opération, l'IT pour l'intégration, la finance pour la réconciliation.
Donc là, la partie définition devient un peu plus large en termes d'audience à impliquer et en termes de spécification. Et après, sur l'implémentation, pareil, on est sur du 3 à 6 mois selon les batteries de test et encore une fois le nombre d'environnements à supporter. Donc on est au global, je dirais, entre 6 à 12 mois pour des projets assez conséquents, assez complets de licensing. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si Ouais, tu l'as ouais. vue, Sandrine, Ouais, aussi. excuse-moi, moi j'étais en mute, je la posais, ça risquait pas d'entendre. Je Pas de pense que souci. ça, elle a été posée au moment, je pense juste suite à quand on parlait de l'intégration dans le RP, c'est quel est notre SLA? Alors, en fait, nous, en effet, le MS est déployé dans une instance à nous, donc un cloud à nous hébergé par Thales. Euh, ouais, hébergé par Thales, géré par Thales, hébergé chez AWS. Et notre commitment en termes de SLA est de 4.9. Ce, ce mode, en effet, cloud ou managed services, donc l'offre MS en hosté chez nous, vous permettra aussi bien de gérer des environnements offline, donc leur mettre à disposition des autorisations pour un utilisateur, gérer la récupération d'une empreinte machine pour pouvoir leur mettre à disposition le fichier de licence correspondant, mais aussi pour tout ce qui est cloud leased ou cloud connected, directement intégrer un composant qui permet de parler avec cette instance pour dire voilà, je suis tel poste avec tel identifiant, euh, quelle licence puis-je consommer? Et donc, selon le set de licence, je vais soit consommer dynamiquement parce que je suis en cloud connected, soit descendre l'autorisation en local, collecter sans plus aucune connexion externe les données d'utilisation et à chaque resynchro du bail d'utilisation, pouvoir pousser les données tout au même moment que j'éteins la validité de ma licence. Question suivante, est-ce que je peux customiser le portail client que vous proposez ou est-ce que je peux créer le mien? Alors le customiser, oui, heureusement, parce que là, il est livré par défaut aux couleurs de Gmail Totales. Donc oui, oui, toute la partie charte graphique, logo, le but étant de vous approprier. Typiquement sur Ericsson, on l'a vu, mais aussi chez HP Healthcare, on l'a vu en UK. Ils ont intégré directement notre Customer Portal, ont changé tout le look and feel pour être brandé Philips ou Ericsson. Et une fois que l'utilisateur a été authentifié, pareil, tous les workflows qui peuvent être associés, donc certains, par exemple, voulaient ne favoriser que l'activation online, donc c'est-à-dire la récupération dynamiquement d'une empreinte et fourniture d'une licence. D'autres voulaient forcer des pages additionnelles qui étaient renseignées directement quel contexte, pour quelle utilisation. Donc tout peut être customisé en fait, aussi bien les workflows que l'ajout de liens externes pour différentes tâches. Et comment migrer mon système actuel vers votre solution? Alors, la migration peut généralement elle est accompagnée par nos soins, c'est-à-dire on vient, on fait déjà un état des lieux de quelle est votre politique actuelle de licensing, quels sont vos canaux de mise à disposition de la licence ou de suivi de vos utilisateurs par rapport à ce que vous voudriez faire. Donc c'est là où on va commencer à mettre en valeur les, tous les process que vous auriez à mettre en place, les profils qu'il y aura à lier, et donc quelle est la structure du catalogue produit qui pourra répondre à ces nouveaux besoins de la manière la plus intuitive et optimisée. On va vous accompagner aussi bien donc sur la définition du catalogue produit pour voir avec vous qu'est-ce qui a du sens à être tracé ou à être contraint sur une licence, parce que ça sert à rien de mettre une mise, un enforcement, donc une contrainte de licence sur des fonctionnalités qui ne sont pas forcément commerciales ou qui n'ont pas forcément de valeur en termes de visibilité pour vos équipes R&D ou marketing. Donc c'est toute cette consolidation en amont qui va être faite. Et après, sur vos projections, est-ce que vous allez vouloir intégrer des nouveaux licences modèles
On va vous expliquer, vous accompagner sur comment les mettre en place, comment parler à nos méthodes. Et certains de nos clients partent sur un mode quelque part un peu plus disruptif qui est de dire, ben voilà, j'ai ma gestion actuelle, pour la prochaine version, je change complètement. D'autres sont un peu plus progressifs en disant, voilà, je voudrais intégrer petit à petit votre logique de licence RMS. Et typiquement, si un client a déjà une licence, je ne veux pas le contraindre à réétendre avec un nouveau système. Je voudrais avoir en mode progressif la gestion des doublons. Ce qui fait que pour mon parc existant, je peux toujours livrer des versions compatibles avec les anciennes. Pour les nouveaux clients, ils vont rentrer dans un process de mise à disposition d'une licence RMS et donc auquel cas, je serai prêt pour leur livrer. Ok. Comment m'assurer que je conserve bien l'historique de mes clients? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre base EMS est auditable, c'est-à-dire que tous les entitlements qui sont générés ne peuvent plus être supprimés. On peut révoquer une licence, on peut altérer, changer l'ownership d'une licence. Par contre, la demande de licence en tant que telle restera archivée en base, ce qui fait que à aucun moment vous perdrez la donnée telle qu'elle est stockée dans notre base. Après, si la crainte est plus sur est-ce que je vais perdre en termes d'infra, si Thales perd ma base de données client qui est hébergée chez eux, je me retrouve sans base client. Non, nos équipes managed services gèrent aussi bien le SLA que le backup, que la redondance, que le scale-up. Si beaucoup de charges arrivent pour la consommation de licence quand vous sortez une nouvelle version de produit, on est capable d'instancier à la volée plusieurs services pour pouvoir absorber la charge et après réduire la voilure une fois que l'activité ne le justifie plus. Donc en effet, plein de mécanismes sont mis en place pour s'assurer qu'à tout moment, vous gardez votre base de données, votre base client et que vous ne vous retrouviez sans rien du jour au lendemain ou avec la perte de visibilité ou de lien avec vos utilisateurs finaux. Une dernière question facile. Êtes-vous compatible RGPD? Oui, tout à fait. Depuis le lancement, on avait anticipé la norme telle qu'elle a été définie. Donc on est compatible RGPD puisque quelque part, on a fait tout un assessment de validité ou d'éligibilité de nos données propres aux utilisateurs finaux. Donc ce qui fait que une licence, quand elle est générée, est totalement anonymisée des données billing, shipping ou même de noms d'utilisateurs qui la récupèrent. Pour nous, une licence, c'est un identifiant et cet identifiant correspond à des droits qui soient détenus par un tel ou une autre personne. Ça n'a quelque part, ça n'a aucune importance chez nous. Donc généralement, la notion de données personnelles est plus sur les ERP des entreprises. Donc c'est eux qui font le lien entre une commande et un utilisateur final. Pour nous, un entitlement est vraiment l'activation d'une commande ou le cadre légal et commercial de la commande qui est, euh, qui est on va dire, matérialisé sous forme d'un fichier de licence. Mais à aucun moment, la licence n'a vocation à avoir des données personnelles. Et encore une fois, toutes les données d'utilisation, donc le usage data tracking, n'est pas lié à un utilisateur de session, n'est pas lié à un nom d'utilisateur. Il est vraiment lié soit à une identité machine, soit un identifiant de licence, dans le terme du cloud, puisqu'on n'a pas d'identifiant machine. Hein, la licence peut être consommée par n'importe quel device à partir du moment où les informations qui permettent de la consommer sont fournies. Donc cet identifiant fait office d'identité, mais à aucun moment on fait le lien vers un utilisateur final qui la consomme. Donc oui, on a anticipé la compliance RGPD et on a même, je pense, sans doute des documents au niveau vente qui permettent de le détailler. Ok, merci. Ben, nous, je pense qu'on va s'arrêter là.
Nous vous remercions beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire, à cette présentation. Nous vous enverrons ultérieurement la présentation. Vous devriez recevoir un lien sous peu où vous pourrez récupérer toutes les informations. Vous avez nos coordonnées sur le premier slide. Si vous avez encore des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On se fera un plaisir d'y répondre. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Renaud. Merci Sandrine, à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.